CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, dans le MAG, nous poursuivons notre série de portraits consacrés aux habitants des quartiers prioritaires de Montauban. Réalisés en immersion par Perrine Guillon-Lanabras, stagiaire en journalisme à CFM, ces reportages donnent la parole aux habitants et mettent en lumière leur parcours. Place aujourd'hui au portrait d'Eléa. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim, e passo nem parou. On croit connaître Montauban par ses cartes postales, ses places historiques ou ses boulevards animés, mais la vraie richesse de la ville se cache là où le quotidien s'écrit, au cœur de ces quartiers et à travers le regard de ceux qui les font vivre. Les quartiers prioritaires abritent des histoires, des projets et des parcours de vie qui méritent d'être racontés, loin des clichés par celles et ceux qui les font vibrer au quotidien. Il faisait déjà bien chaud le matin où j'ai retrouvé Eléa à la résidence du Fort. Elle a 23 ans et est étudiante en master design objet au centre universitaire du Tarn-et-Garonne. Les arts font partie intégrante de son parcours, aussi bien professionnel que personnel. Se retrouver au Fort a rapidement pris tout son sens. C'est le premier logement qu'Eléa ait connu en s'installant à Montauban, mais c'est aussi un endroit très cosmopolite. Les générations et les parcours s'y entremêlent, chose qu'Eléa a également expérimentée dans ses nombreuses vadrouilles. Je suis en master design objet à Montauban, donc j'habite à Montauban depuis à peu près 2 ans. Voilà. Et tu étais où avant d'arriver à Montauban ? Avant, j'ai fait une année de césure. Et donc un peu partout, entre Paris, Aix-en-Provence et Nantes, voilà. Donc là, aujourd'hui, on s'est retrouvés à la résidence du Fort. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce choix d'endroit ? Qu'est-ce qu'il signifie pour toi ? C'est la résidence où j'ai habité donc, l'année dernière, pendant 7 mois en fait, en 2025. C'est un lieu qui est hyper solidaire, social et qui était intergénérationnel maintenant qu'il n'est plus puisque les personnes retraitées sont parties. Mais en fait, je trouve que c'est un lieu où il y a beaucoup de liens et je trouve ça important dans ce monde qui est désuni en ce moment. Et c'est un lieu qui m'a beaucoup apporté dans le sens où j'ai pu avoir pas mal d'opportunités grâce à eux, notamment le fait d'exposer là en ce moment dans les couloirs du Fort. Et j'ai pu rencontrer plein de gens super que j'aurais jamais rencontrés dans d'autres contextes. Et comment tu t'es retrouvée à Montauban ? Comment tu as trouvé cette résidence justement pour y habiter ? Quand j'ai voulu postuler en master ici, juste avant en fait, j'avais fait un service civique à Paris. Et dans ce contexte-là, j'avais trouvé une résidence sociale à Paris dans le 13e. Et en fait, je ne connaissais pas du tout avant ce genre de système d'habitat. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, du coup, comme je le disais, de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans d'autres contextes. Et donc, en arrivant ici, je me suis dit, pourquoi pas se retrouver dans le même style d'habitat. Et donc, j'ai regardé si ça existait, les résidences sociales, etc. Et donc, j'ai trouvé le Fort. Et qui m'a accueillie. Donc voilà, c'est dans ce contexte que j'ai trouvé ce lieu. Et il t'a sacrément accueilli parce que tu me parlais d'une expo photo et justement on est juste en face là d'une exposition. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette activité ? Est-ce que c'est ce que tu souhaites faire plus tard ou c'est pour l'instant un passe-temps ? Donc là, comme je disais tout à l'heure, je suis en master design objet. Ça a été du coup une reprise d'études, donc c'est vraiment un truc que je voulais vraiment faire. J'hésitais entre le social et le design. Et en fait, en faisant mon service civique du coup plutôt dans le social, je pense que je me suis dit que j'avais pas forcément les épaules pour. Ça m'avait vraiment manqué de travailler dans ce domaine. Donc en reprise d'études, je me suis vraiment mise à fond dedans. Je me suis dit que ça allait être pour moi une opportunité de me relancer, aussi de me challenger un peu, faire des choses que j'aurais pas fait. Cette exposition, c'est un peu le début
de plein d'autres projets qui vont arriver. Donc c'est un peu le début d'une effervescence qui va être intéressante. Et du coup, en parallèle de ça, il y a eu plein de projets en lien avec la mairie. Du coup, Nasrine, c'est la personne qui s'occupe... elle est EduxP et elle s'occupe des personnes du fort, elle s'occupe de créer les activités, etc. Enfin, elle s'occupe de beaucoup de choses au fort. Et grâce à elle, j'ai pu du coup aussi rentrer en contact avec d'autres personnes par rapport à mon projet de fin de master, etc. Donc voilà. Et donc cette expo, ça va être, je pense, le début de, j'espère, d'autres et d'autres événements qui vont me permettre de me faire grandir dans ce domaine. Ouais. Tu nous as parlé de ton parcours artistique, donc tu es dans le design d'objets. Est-ce que tu peux nous raconter la première fois que tu as été sensibilisée à cette discipline et voilà, comment ça s'est passé ton parcours à ce niveau-là? Donc à l'origine, moi je viens d'une lignée d'artistes. Non, je rigole. Non, je viens de... En fait, mon grand-père, il est peintre et il était professeur d'art plastique. Ma tante, elle est restauratrice de pastels et d'œuvres. Enfin voilà, elle a aussi fait l'école du Louvre, etc. Donc il y a vraiment un côté artistique dans ma famille. Après, ça s'est pas vraiment continué du côté de ma mère et donc de mon père qui est pas du tout dans ce domaine. Mais je pense que j'ai été sensibilisée à partir du moment où j'ai vu ce que faisait mon papy, que j'allais dans son atelier. Enfin, quand j'étais petite, je me rappelle, il aimait bien nous faire des portraits de nous devant ses toiles, etc. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça m'a un peu sensibilisée à ça. Ensuite, en art plastique, surtout au collège, j'ai tout de suite compris que c'était la matière qui me plaisait le plus. Par rapport aux mathématiques que je détestais. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, je pense que je vais faire quelque chose d'artistique parce que c'est le truc qui me branche le plus. Et voilà, et donc après, je ne suis pas allée vers une école d'art parce que j'avais peur de ne pas trouver un débouché qui allait me plaire. Et du coup, j'ai trouvé le design produit, j'ai l'impression, un peu par hasard. Je sais pas vraiment comment, mais l'idée c'était que j'aimais bien en fait faire des dessins, mais avec des contraintes données. Donc je me suis dit qu'est-ce qui peut aller dans ce sens-là? Et en fait le design produit c'est exactement ça, c'est dessiner, créer avec des contraintes et respecter un cahier des charges. En ce moment j'essaie de développer à côté ma pratique artistique, donc je fais des toiles abstraites et spontanées. Et voilà, du coup, en parallèle de créer aussi des objets et de créer avec d'autres personnes aussi. Voilà. Le parcours d'Eléa est fait d'allers-retours, de déviations et de demi-tours, une route vers la quête de soi qui l'a finalement menée à se reconnecter avec son amour de toujours, l'art avec un grand A. Et donc on sent que voilà, la fibre artistique, elle te coule dans les veines depuis longtemps, surtout par rapport à ta famille. C'était quoi d'être toi quand tu étais plus jeune, avant de découvrir peut-être et de concrétiser ce projet-là? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment c'était avant? Donc moi, à l'origine, je viens de région parisienne. J'ai fait un lycée classique. Classique, mais j'avais quand même... En fait, je faisais la filière S à l'époque, du coup. Et finalement, les maths, un petit peu. Exactement, donc un peu par défaut, puisqu'on nous dit t'es bonne un peu dans toutes les matières, essaye d'aller en S parce que c'est le truc qui va t'ouvrir des portes, etc. Chose qui ne faut pas faire, dans le sens où si vous avez une fibre pour quelque chose, foncez, parce que ça sert à rien de rentrer dans un truc qui ne nous plaît pas. Mais donc en tout cas j'ai fait S et à ce moment-là j'avais quand même choisi l'option art plastique en plus et l'option chinois aussi. Donc voilà, donc je pense que j'avais déjà envie de tester des choses. Je trouve que la langue chinoise c'est aussi une langue qui est très belle à l'écrit, c'est comme du dessin je trouve. Après ça, donc j'ai postulé
directement dans des écoles. Et j'étais prise à Nantes, du coup, à l'école de design de Nantes Atlantique. Et là, c'était aussi une opportunité pour moi de faire un lien avec mon grand-père, du coup, qui habite à Nantes. Et de pouvoir, en fait, à ce moment-là, tous les week-ends, il me donnait des cours d'art plastique, en plus des cours que j'avais à l'école. Donc c'était vraiment trop bien, cette période. Et donc voilà, c'est là où vraiment je me suis hyper épanouie à ce moment-là. Je pense que je me suis un peu redécouverte parce que le lycée, ça m'a vraiment éteinte. Je faisais que des choses qui me plaisaient pas, etc. Sauf du coup l'art plastique et le chinois. Et donc à ce moment-là, ça m'a vraiment reboosté, on va dire. Et j'ai découvert le design produit du coup directement. En fait, c'était déjà spécialisé là-dedans. J'ai pas fait une année de transition ou de je sais plus comment on appelle ça, mais j'ai pas fait d'année de mise à niveau en art appliqué, je crois que c'est ça. Parce qu'en gros, énormément, il y a certaines écoles où il y a une année au début pour tester le design produit, le design graphique, peut-être le design d'espace, voilà. Et donc moi, non, je suis allée directement dans le design produit. Et donc, bref, année incroyable. L'école, moi, c'était vraiment trop bien d'avoir accès à plein d'ateliers différents. On avait un photographe aussi qui nous faisait du coup les shootings un peu de nos produits à la fin, de nos maquettes, etc. Ça rendait le truc un peu concret. Ouais, c'est ça. En fait, on voit vraiment le truc vivre et tout de suite, les shootings photos, c'est hyper important en plus dans notre métier parce que ça permet de mettre le produit en avant. Si tu le fais avec un téléphone un peu éclaté, c'est tout de suite moins vendeur, quoi. Mais ça se fait aussi, hein, mais voilà. Bon. Donc ça. Et après, en fait, j'ai fait mon projet de fin de DNMAD. On appelle ça un DNMAD objet, Diplôme national des métiers d'art et du design. Et donc cette année de DNMAD, donc la 3e année, j'ai fait un projet sur les mineurs migrants et sur comment aider ces personnes-là à s'intégrer du coup par l'apprentissage du français, en fait. Donc je me suis intéressée à ça, je me suis intéressée à comment on peut faire en sorte qu'il y ait peut-être plus de moyens mis en place ou quelque chose mis en place pour les accompagner dans l'apprentissage du français, etc. Donc je suis allée à la rencontre d'une école, d'un lycée dont je ne me rappelle plus le nom, je suis désolée, mais qui apprend du coup, qui a une classe de FLE, c'est français langues étrangères, ou qui apprennent du coup à des mineurs migrants arrivés en France, donc là c'était à côté de Nantes, à apprendre le français, etc. Les bases. Et moi justement je suis allée à leur rencontre, j'ai fait une classe, j'ai fait une observation, etc. Et en fait, en discutant pas mal avec eux aussi, on s'est rendu compte que en fait, il n'y a aucun support mis en place ou proposé pour apprendre le français à ces adolescents, du coup. Et donc, en fait, les profs sont obligés de se débrouiller avec des choses qu'ils trouvent sur Internet, mais qui sont des supports faits pour les CP, normalement. Donc, pour une classe qui a 5-6 ans, quoi. Et donc, en fait, il y a un gros décalage parce que t'as ces ados qui veulent apprendre le français. Et en fait, les supports sont faits pour... donc, c'est le même niveau, on va dire, que les CP. Mais en fait, c'est des supports qui sont hyper enfantins, pas du tout adaptés, en fait, à cet âge-là. Et donc, imaginons, par exemple, ils voulaient faire... je me rappelle qu'à ce moment-là, la prof voulait faire des coloriages avec eux pour qu'ils apprennent les couleurs, etc., machin, le nom des couleurs. Et en fait, les seuls trucs qu'elle avait trouvés, c'était genre des papillons, des fleurs, très enfantins, en fait. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, en fait, je me suis dit, c'est fou. Et il faut que je fasse quelque chose et tout par rapport à ça. Et donc, à ce moment-là, j'avais créé un outil d'aide à l'apprentissage du français, du coup, pour les accompagner là-dedans. Et donc, c'était un jeu, en fait un outil assez ludique, comme un jeu qui ressemble à un cryptex. Je sais pas si tu connais. En gros, c'est le truc où tu tournes des bagues comme ça et c'est des chiffres. Et une fois que tu as la combinaison de chiffres, ça ouvre le... Et en gros, je me suis inspirée de ça. Et du coup, c'était des bagues qui tournaient avec des mots, donc ce qui permettait de se tromper aussi, parce que ce qui est intéressant dans l'apprentissage, c'est de se tromper. Et du coup, ça permettait de créer des phrases, en fait. Tu avais les pronoms, le verbe, etc. Et tu pouvais tourner et
et si tu te trompais, ça faisait une phrase qui n'avait pas de sens, mais c'était ça qui est intéressant. Finalement, tu as réussi à mêler le social avec c'est l'art. Ça. En fait, c'est ça. Exactement. Aussi, avant ça, j'étais en alternance où je vivais du coup chez des retraités pendant 2 ans, que je connaissais pas, mais qui sont devenus mes grands-parents de cœur. Et donc, il y a vraiment eu plein de liens avec le social pendant ces 3 années. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, je sais pas si j'ai envie de continuer dans le design ou si je veux complètement aller dans le social, quoi, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me frustraient, que j'avais envie de combattre. Enfin, on va dire, à ce moment-là, on a envie d'agir. Ouais, d'agir, je dirais pas sauver le monde, mais d'agir un peu à son échelle. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, ok, je fais 1 an, je vois si je me tourne là-dedans ou si je continue dans le design. Donc à ce moment-là, j'ai fait une mission humanitaire où je suis partie du coup au Togo pour aussi apporter aussi mon aide à mon échelle, etc. Maintenant, je remets beaucoup en compte ce choix parce que c'est au final, je suis pas sûre que ce soit la meilleure décision si on veut aider, etc. Dans le sens où il y a plein de problèmes dans ce genre de système. On appelle ça des fois le tourisme humanitaire. Voilà. Et donc ça m'a beaucoup remise en question ensuite. Je me sentais même je me sentais un peu mal d'avoir fait ça. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'y retourne tous les ans pour pouvoir perpétuer la chose et pas avoir fait ça de manière juste futile. C'est compliqué parce que y a les moyens. Ça a un coût quand même, les billets d'avion, etc., que j'ai pas les moyens en ce moment, etc. Et au final, je me suis dit, il y a quand même ce côté artistique qui me manque énormément. Et c'est pour ça que j'ai repris du coup le master et j'ai postulé en fait un peu à l'arrache, comme d'hab, parce que je fais tout à l'arrache, sur mon master pour essayer de trouver quelque chose pour la rentrée. Et du coup, j'ai eu plusieurs trucs et j'ai été prise à Montauban où j'ai vu qu'il y avait un entretien. J'aime bien ce système dans le sens où je ne vais pas être prise juste comme ça, on va vraiment me choisir, on va dire. Et donc j'ai fait mon entretien, j'ai été prise et je me suis retrouvée là un peu par hasard, mais au final c'était trop bien. Donc voilà. Et maintenant que tu es sur Montauban, est-ce que tu arrives encore aujourd'hui à allier un petit peu cette passion artistique avec le social, par exemple avec un engagement auprès d'une association, ou comment tu gères ça ? Du coup, je trouve que déjà, dans le fait d'être venue au fort, il y a ce truc social qui m'a pas quittée, on va dire. Cet attrait pour le social qui est resté. Et donc, déjà à partir de là, j'étais beaucoup engagée dans la vie du fort, dans les activités, dans tout ce qui était entrepris par du coup Nasrine et les équipes, le directeur, etc. Donc plutôt par ce biais-là, j'ai envie de dire. Ensuite, là, récemment, en fait, j'ai une amie qui travaille sur le lien social dans la ville, etc. Donc on est allé il y a un café solidaire pas très loin là. Du coup, on a commencé à y aller. C'est trop cool. On a rencontré plein de gens trop sympas. Et dans tous les cas, j'aime bien rencontrer des gens qui sont pas forcément du même milieu que moi, qui sont d'autres origines, je sais pas. Je trouve ça hyper enrichissant de pouvoir discuter avec des gens qui nous ressemblent pas forcément. Et donc, je pense que je continue là à le faire par ces biais-là. Maintenant, tu n'es plus au fort, c'est ça ? Donc, tu te situes à peu près dans quel coin dans Montauban, et est-ce que tu y sors régulièrement, justement pour les rencontres, ou même juste pour prendre du temps pour toi ? Du coup, là, je suis pas très loin. Je me suis mise en coloc avec une copine de mon école. On est vraiment à 3 minutes à pied. Voilà. Jamais bien loin. Voilà, c'est ça. Pas très loin du fort, toujours. Je continue à aller. On fait des sorties. On aime bien le marché quand même le samedi matin. Dans le sens où c'est vraiment pareil. Pour moi, c'est un endroit assez effervescent au niveau social. Il y a tout le monde qui se rencontre, je trouve, à ce moment-là, pour faire ses petits achats. Et t'as tout type de personnes. Je trouve ça trop bien. Moi, le lieu que j'aime bien, c'est la place nationale aussi, parce que c'est vraiment. Je trouve que c'est une très belle place et on sort, on boit des coups.
On fait, maintenant, il y a le petit ponton là qui a ouvert à côté du pont vieux, donc c'est sympa pour se poser et tout. Est-ce que tu aurais peut-être un petit mot pour la fin, pour conclure cette entrevue ? Moi, je dirais, il faut pas dire il faut, mais osons. Moi, je dirais osons, dans le sens où si on n'ose pas, en fait, il se passe rien. Et je pense que c'est intéressant de tenter des choses pour peut-être avoir des échecs, mais au moins essayer pour peut-être avoir des belles opportunités et créer des choses nouvelles avec des gens. C'est bien. Voilà. Ce que l'on peut retenir de cet entretien, c'est qu'il n'existe pas véritablement d'échec. Il n'y a que des portes qui s'ouvrent en plus ou moins grand. Et Léa a beaucoup de projets et d'ambitions qu'elle prévoit d'exporter en dehors de Montauban. Elle m'a parlé de Nantes, Marseille ou encore Paris. Une chose est sûre, le hasard peut mener à de très beaux accomplissements. Voilà, ce portrait d'Eléa réalisé par Perrine Guyon-Lanabras, vous le retrouvez bien sûr en podcast sur cfmradio.fr. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr.